Bonsoir Monsieur Oberton. Bonsoir. Votre nouveau livre, La France interdite, est le troisième opus d'une trilogie commencée avec La France Orange Mécanique et prolongée par La France Big Brother. Comment ces trois ouvrages ou enquêtes s'articulent-ils? Autrement dit, quel est le projet commun de ces trois livres qui semblent former un tout? Eh bien, quand j'avais écrit La France Orange Mécanique, donc, qui est un livre sur l'insécurité, j'avais constaté que le principal objet du scandale de ce livre était le fait d'évoquer la criminalité des individus issus de l'immigration. Et La France Big Brother était une enquête sur le conditionnement du système médiatique. Et ce conditionnement, je l'ai constaté aussi, était très fortement axé aussi sur l'immigration, c'est-à-dire un discours obligatoirement positif et optimiste sur l'immigration, qui n'allait jamais sur les faits, mais simplement sur les intentions, sur des comme on pourrait dire, du wishful thinking, pour utiliser une expression assez horrible. Et donc, le père des tabous, en quelque sorte, était cette immigration. Et donc, je me suis dit, pourquoi ne pas traiter ce sujet frontalement pour boucler la boucle. Et donc, plutôt que de rester dans ce débat émotionnel, c'est-à-dire on est pour, on est contre, toujours de manière caricaturale, excessive, et souvent sans savoir au juste pourquoi, moi j'ai apporté des faits. Voilà. Donc une enquête factuelle et le plus complète possible sur ce sujet. Donc vous parlez de l'immigration. Donc, pour vous, on a bien compris que c'était un sujet tabou. Comment expliquez-vous l'omerta statistique finalement en France sur ce sujet? Pourquoi vous enquêtez finalement aujourd'hui sur ce sujet? Pour vous, y a-t-il une urgence sur ce sujet? Et les chiffres officiels sont-ils biaisés? Compte tenu des enjeux, je trouve, de cette immigration, de l'impact qu'elle a à tous les points de vue, au point de vue économique, social, en termes de niveau de vie, vraiment à tous les niveaux, le sujet me paraissait extrêmement urgent. Et le problème de ce sujet, c'est, comme vous l'avez dit, on ne peut pas dire que ce soit vraiment un mensonge statistique, mais plutôt une dissimulation. C'est-à-dire qu'on va vous parler toujours d'immigration en vous disant l'immigration est stable. Mais l'immigration, ça concerne uniquement les enfants, les individus nés à l'étranger. C'est la définition de l'immigration. Sauf qu'on oublie de préciser qu'il y a des descendants d'immigrés qui sont nés en France, qui sont de nationalité française, mais qui sont issus de cette immigration. Donc la structure de la population française, elle change, elle se modifie avec le temps. Et c'est ce que constatent les Français. Mais en face d'eux, ils n'ont que des démographes qui leur expliquent « Mais non, c'est dans vos rêves, l'immigration ne change pas, elle est stable depuis Clovis. » Sauf que la réalité n'est pas celle-là. La population change. Il y a bien une modification profonde de la population et une très forte natalité de ces personnes issues de l'immigration et une dénatalité tout aussi forte des Français autochtones. Monsieur Oberton, vous parlez de l'amicale de la diversité. De quoi s'agit-il selon vous? Alors l'amicale de la diversité, c'est un terme un petit peu amusant pour qualifier Big Brother, comme j'avais repris ce terme de George Orwell dans mon second livre. Ça veut dire que ça concerne à peu près tous les individus qui vont, pour des raisons qui leur sont propres, qui vont nous survendre cet enrichissement. Vous savez, les phrases très connues, l'immigration est une chance pour la France, la diversité est une richesse, etc., etc. Comme si le français autochtone, finalement, lui, ne valait pas grand-chose, et que simplement le fait d'avoir une couleur différente faisait de vous quelqu'un de meilleur, enfin une sorte de valeur comme ça, sortie d'on ne sait où, a priori dévolue à certains individus et pas à d'autres. Et donc cette amicale de la diversité défend uniquement la diversité de manière caricaturale, en bloc. Aujourd'hui, les individus issus de la diversité sont victimes de tout, sont responsables de rien, et à l'inverse, le français autochtone, lui, il est coupable d'à peu près tout et il ne peut être victime de rien. Et donc cette façon de raisonner, qui n'est pas vraiment un raisonnement, puisque comme je le montre dans le livre, il n'y a pas d'argumentation rationnelle derrière, c'est uniquement un parti pris émotionnel, moral. Et cette amicale de la diversité, je constate qu'elle est numériquement très peu importante. Ça concerne une poignée d'individus, mais ces individus ont accès et même contrôlent, monopolisent les médias dominants, c'est-à-dire ceux qui parlent tous les jours à des millions de Français. Et 75% des Français à peu près constatent qu'il y a trop d'immigrés dans leur pays. 75% plus tous ceux qui n'ont pas osé le dire.
Et en face d'eux, eh ben, ils ont cette représentation médiatique complètement biaisée. Ils ne sont tout simplement pas représentés dans ces grands médias. Donc, au-delà de l'immigration, ce livre est un peu un procès de la démocratie. C'est-à-dire que voilà, la majorité, l'opinion, ne peut pas exercer sa souveraineté, ne peut pas penser librement sans se voir menacé d'ostracisme et d'être traité de tout ce qu'on sait. Donc je constate qu'en France, ce débat est tabou et il empêche la libre expression de la souveraineté et de la démocratie. Dans une analyse parue récemment dans les pages du Figaro, Dominique Régnier évoquait un lien constaté en Suède entre immigration, délinquance et criminalité. Faites-vous le même constat pour la France ? Alors, je l'ai fait dans la France Orange Mécanique. Alors, encore une fois, ça dépend de quels immigrés on parle, hein, puisqu'il n'y a pas une immigration en bloc. Il y a vraiment différents groupes d'individus, avec différentes cultures, avec différents contextes, avec différents niveaux de qualification. Moi, je parle surtout de la criminalité, de ce qu'on peut appeler l'immigration massive, c'est-à-dire beaucoup d'individus qui sont là pour pallier la dénatalité française, qui viennent par millions et qui ont un niveau de qualification qui correspond à l'offre industrielle, mais cette offre n'existe plus malheureusement. Les industries françaises se portent très mal et donc mécaniquement, beaucoup de ces individus se retrouvent sous-employés au chômage et il y a une forme de communautarisme qui va s'ajouter à cela. Que le socialisme d'ailleurs n'aide pas, puisqu'on permet, avec les aides sociales, à ces individus de vivre simplement par leur seule présence, sans faire d'efforts d'assimilation en allant au travail, comme ont pu le faire les Polonais il y a à peu près 100 ans. Et évidemment, il est plus rentable de vivre des aides sociales et du trafic, enfin en tout cas c'est beaucoup plus rentable de le faire ici en France que de le faire dans les pays d'origine. Donc mécaniquement, il y a une surdélinquance, ça ne veut pas dire du tout qu'une majorité d'immigrés sont délinquants, mais en moyenne, on constate que certains groupes d'immigrés sont surreprésentés dans la délinquance. Ça, c'est un fait absolu. Et dans le terrorisme, évidemment, aussi. D'accord. Donc, pour continuer sur le sujet, finalement, vous avez dit que l'immigration qui arrivait était majoritairement non qualifiée. Est-ce que vous pensez que parmi les Français autochtones, finalement, il y a une grande fuite des cerveaux aujourd'hui ? Oui, alors c'est ça, il y a un double phénomène. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la France va attirer cette immigration de quantité et fait fuir la qualité. C'est-à-dire qu'il y a des pays qui ont à peu près les deux types d'immigration. Vous prenez les États-Unis ou l'Angleterre, ils attirent à la fois une immigration de quantité et une immigration de qualité, c'est-à-dire des individus très qualifiés, brillants, qui vont tirer le pays vers le haut. En France, c'est le contraire qui se produit. Beaucoup de jeunes Français surdiplômés, des ingénieurs, des doctorants, etc., du fait d'une fiscalité extrêmement lourde, qui leur laisse assez peu d'espoir de faire fructifier leur cerveau ici, iront le vendre ailleurs. Et ça fait partie d'un processus dramatique qui, comme ces individus ne sont pas remplacés, ajouter à cela le fait que d'ailleurs les classes intellectuelles les plus élevées en France se reproduisent très peu, font très peu d'enfants, et bien évidemment le niveau général du pays en sera fortement impacté. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que la majorité des médias et des intervenants, sur un point, je dirais, sémantique du débat public au sujet des migrations massives, utilisent le mot réfugié plutôt que le mot migrants ou l'expression migrants illégaux. Qu'en pensez-vous, monsieur Oberton ? Alors moi j'ai constaté que toutes les formes d'immigration aujourd'hui étaient réduites à une seule. En gros, tous les immigrés sont enrichissants, d'où qu'ils viennent, d'où qu'ils soient, ce sont tous plus ou moins des réfugiés. On fait plus du tout de distinction entre les clandestins et les migrants légaux. On essaie un peu de nous mélanger tout ça en nous disant de toute façon, quelle que soit la forme d'immigration, elle est inéluctable et de toute façon elle est bienfaisante. Donc en gros, acceptez-la puisqu'on ne peut pas s'y opposer. Comme je le montre dans mon livre, d'ailleurs, tout ça est faux. On peut parfaitement s'opposer à toutes ces formes d'immigration. On parle beaucoup aujourd'hui d'immigration clandestine, mais ce ne sont pas les dizaines d'individus que l'Aquarius va transporter qui ont un poids réel sur cette immigration clandestine. La plupart des immigrés clandestins viennent en France avec un titre de séjour ou avec un visa qui est parfaitement en règle, c'est-à-dire délivré par l'administration française, et qui oublient ensuite de repartir. Parce qu'ils se sentent bien ici, et donc ils restent en France de manière illégale, ils disparaissent dans la nature. C'est aussi le cas d'une grosse majorité de demandeurs d'asile qui sont déboutés
On pourrait, comme le droit d'asile est un principe sacré, on pourrait se dire que ces individus seront sévèrement punis, au moins expulsés sans ménagement de là d'où ils viennent. Sauf que ce n'est pas le cas. Les expulsions concernent à peu près 10 à 20 000 individus, les bonnes années. Et donc, il y a des dizaines de milliers d'individus qui sont déboutés de la demande d'asile, donc qui ont tenté de frauder ce système et qui peuvent rester en France et dont on ignore absolument ce qu'ils deviennent. Il y a aussi beaucoup d'étudiants qui disparaissent dans la nature. Enfin bref, c'est une assez gigantesque passoire à absolument tous les niveaux, l'immigration. Et tous les pays du monde n'ont pas la même approche politique en matière migratoire. Que pensez-vous de la politique menée dans ce domaine en Australie ? Alors l'Australie fait partie justement des exemples de ces pays qui ont décidé de gérer, de contrôler leur immigration. En tout cas de la choisir, parce qu'il y a une immigration en Australie. Mais quand on regarde les enquêtes menées par notamment les baromètres de l'OCDE, les études PISA, le programme international de suivi des acquis des élèves, on constate qu'en Australie, les immigrés réussissent même mieux, ont des performances scolaires et des performances au travail qui sont supérieures à celles des natifs et des autochtones. Ça veut bien dire que l'immigration peut en effet être une chance, mais à condition de cibler une immigration modérée en nombre et qualitative. L'Australie, par des simples discours dissuasifs, a complètement arrêté son immigration clandestine. Les bateaux ne viennent plus personne ne se noie, et il a suffi de quelques discours, de quelques campagnes publicitaires pour un coût très modique. Mais on peut aussi le faire de manière un peu plus radicale et continentale, en l'occurrence, comme la Hongrie l'a fait, en érigeant des barrières électrisées et en punissant de crime la tentative de passage de la frontière. Et pareil, même cause, mêmes effets, les résultats sont là. L'immigration clandestine en Hongrie s'est arrêtée complètement. Donc quand on veut, on peut, en fait, tout simplement. Mais le constat que je fais, c'est que manifestement, nos responsables ne veulent pas. D'accord. Donc finalement, pour conclure cette interview, une dernière question. La situation dramatique aujourd'hui, qui est celle de l'immigration, au fond, à qui attribuez-vous la responsabilité ? Alors, comme je dis dans le livre, en général en France, on aime beaucoup faire ça, c'est-à-dire désigner des responsables, hein, dire c'est tel groupe de personnes, c'est tel lobby influent, c'est tel individu. Sauf que moi, ce que je pense, c'est qu'il faut ramener ce sujet à notre responsabilité individuelle. Comme je l'ai dit, 75% des Français pensent qu'il y a trop d'immigrés dans leur pays. 75%. Et l'immigration a lieu. Ça veut dire que c'est Jacques Attali qui gagne contre des millions de Français. Comment est-ce possible ? Pourquoi cette immigration continue d'avoir lieu ? À un moment donné, il faut aussi faire notre propre procès et nous demander pourquoi nous ne parvenons pas à imposer notre souveraineté à nos responsables, pourquoi nous restons passifs, puisque beaucoup de Français, sur ces 75% de Français qui sont contre l'immigration, si tous faisaient quelque chose concrètement pour faire respecter leur volonté, évidemment la situation ne serait pas celle-là. Mais nous préférons, je sais pas, le confort, nous préférons regarder la télévision et attendre de voir comment la partie va se terminer. Si tout le monde est comme ça dans l'attentisme et dans l'indifférence, il faut croire que nous méritons ce qui nous arrive. Donc c'est aussi le constat de mon livre, hein, c'est de revenir à la responsabilité individuelle. C'est notre problème, notre faute, et c'est donc à nous de trouver des solutions et d'agir. Merci Monsieur Oberton. Merci beaucoup.